Psy, je vais me dire, c'est une personne qui effectivement, elle va s'intéresser aux gens, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même un profil, c'est quand même une personnalité. C'est un métier en fait qui est presque un métier de vocation. On est psy, c'est un choix pour moi plus fort, quoi. Donc, ça adresse quelque part à une personnalité. C'est des profils. On s'approche du milieu médical, c'est-à-dire que pour moi, c'est pour ça que je disais un peu vocation, c'est que derrière, on va vouloir, le psy comme le médecin, etc. Je pense qu'il y a un moyen, il veut s'accomplir quelque part. Le médecin, il veut sauver des vies. Le psy, il veut aider les gens au niveau mental, etc., au niveau psychologie. Il veut que les personnes se sentent mieux. Donc, je pense qu'il y a effectivement un besoin à un moment donné de se réaliser à travers ce qu'on va proposer aux autres. Il y a un besoin d'aider, un besoin de comprendre. Il fait pas ça que pour lui, mais je pense qu'il y a une partie de son travail qui est importante pour lui. C'est-à-dire que ça lui apporte quelque chose. Et je pense que c'est à peu près partout pareil, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait les choses, en fait, on trouve sa satisfaction personnelle dans la satisfaction des autres. Et on peut aussi trouver sa satisfaction personnelle dans le fait de gagner beaucoup d'argent, dans le fait, mais je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on fait les choses, ou alors on est un saint, tu vois. Si on fait vraiment les choses où on est prêt en fait à faire rien pour nous, mais on fait tout pour les autres, on est un saint, quoi. Mais si on fait les choses pour les autres et qu'on les fait aussi un peu pour nous, je trouve ça très bien, quoi. On a le droit aussi de faire des métiers qui nous plaisent et sur lesquels on trouve une satisfaction personnelle. Épisode 8. Être psy, un métier de cœur et de sens. La psy, c'est pour les fous. 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 La psy c'est pour les fous. Bienvenue sur Éclairage Psy, le podcast qui répond à toutes les questions que vous vous posez sur la thérapie. Vous écoutez la première série, La psy, c'est pour les fous. Je suis Jeanne Coiffard, psychologue, auteure et podcasteuse. Mon objectif, démystifier le monde de la psy, faire de la santé mentale une priorité et vous montrer que la thérapie est un outil puissant pour mieux se comprendre et avancer dans la vie. Vous avez encore des doutes ? C'est normal. Dans cette saison, je vous ouvre les portes de mon cabinet pour vous faire découvrir les coulisses de notre métier pour qu'il n'ait plus aucun secret pour vous. À travers des témoignages et des paroles d'experts, je vous offre une vision claire et sincère du monde de la psy. Si cet épisode vous inspire ou peut aider un proche, n'hésitez pas à le lui partager. Allez, on y va ? Aujourd'hui, on va parler d'une question qu'on me pose assez souvent. Pourquoi est-ce que tu as voulu devenir psychologue ? Concrètement, on va explorer ce qui pousse les psychologues à le devenir. Bien au-delà d'un simple choix de carrière, être psy, c'est souvent une vocation, une envie profonde d'aider les autres, de donner du sens à son travail et parfois même de se réaliser à travers ce choix. Vous venez d'entendre Bertrand, il n'est ni psy, ni patient. Et pourtant, le regard qu'il porte sur ce métier est assez éclairant. Il voit les psychologues comme des personnes animées par une vraie vocation, un besoin d'aider, mais aussi un moyen de trouver une satisfaction personnelle dans ce qu'ils apportent aux autres. Pour ma part, j'ai ce qu'on appelle un parcours atypique. Ça n'a pas toujours été facile pour moi de l'assumer, ce fameux parcours. Il m'a longtemps paru décousu, chaotique. J'en avais même parfois honte. Mais grâce à la thérapie, j'ai appris à l'accepter et même à y voir une force. Après un DUT en technique de commercialisation, choisi par défaut pour éviter la prépa éco, je me suis dirigée vers les RH, ressources humaines. Ça me semblait être un compromis à peu près acceptable, à défaut d'être un vrai choix. Ensuite, direction la fac avec un cursus en AES, Administration économique et sociale, que j'ai effectué à la Sorbonne à Paris. Là encore, les cours étaient vraiment très intéressants, mais la perspective de travailler dans la fonction publique ne me faisait pas plus rêver que ça. C'est en découvrant l'économie sociale et solidaire, grâce à une prof absolument inspirante, que je me suis dit, tiens, voilà un domaine qui pourrait coller à mes valeurs. Alors, j'ai poursuivi avec un master en coopération et solidarité internationale. Mais sur le terrain, à Dakar, j'ai vite déchanté. J'ai compris que dans les ONG et autres organisations internationales, je ferais finalement le même job que dans les grands groupes du CAC 40. Un boulot d'ordinateur, à rédiger des rapports que personne ne lit vraiment. Et plus problématique encore pour moi, c'est que je remettais en question un peu le bien fondé de certaines de ces actions. Les budgets semblaient davantage absorbés par des frais de fonctionnement que pour vraiment financer les projets de développement.
Je n'ai donc pas pu continuer dans cette voie pour des raisons d'éthique personnelle. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Après quelques petits boulots, je me suis retrouvée à enseigner la communication interculturelle dans les écoles de commerce de Dakar. Une expérience riche, mais aussi déroutante. Après les cours, beaucoup d'étudiants venaient me confier leurs problèmes personnels. Je me sentais démunie, sans outils ni aucune légitimité pour les accompagner. Pourtant, l'envie était bien là. C'est alors que l'idée de reprendre des études de psycho, qui m'avait déjà effleurée au lycée, est revenue avec force. Vous vous souvenez de cette fameuse voie de garage qui m'avait fait abandonner l'idée au moment du bac ? Eh bien cette fois, je n'ai pas hésité. Je me suis inscrite à distance pour un cursus complet en psychologie. Bon, je vous le disais, un parcours atypique avec pas mal de changements. Mais un jour, j'y ai vu clair. Tous ces choix n'étaient que la conséquence de ma capacité à me suradapter. D'abord aux attentes de ma mère, puis de mes professeurs, et plus largement, de la société. Jusque-là, l'histoire que je vous raconte est assez jolie, n'est-ce pas ? Disons que c'est la partie visible de l'iceberg, l'explication rationnelle et consciente que je peux raconter à qui veut bien m'écouter. Mais bon, vous, c'est différent. On est déjà au 8e épisode de cette série, et si vous êtes encore là, c'est que vous aimez bien mon franc-parler. Alors, je vous dois la vérité. Pour être tout à fait honnête avec vous, les véritables raisons qui m'ont poussé à choisir cette voie, la psychologie, l'ICV, la thérapie familiale, sont liées à un besoin profond de compréhension. J'en parle plus en détail dans mon livre, mais je vais quand même vous partager l'essentiel ici. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle, une histoire malheureusement banale, et je le dis en ayant pleinement conscience qu'il y a bien pire. J'ai été préservée de certains traumatismes, heureusement. Mais cela ne m'a pas épargnée d'une autre forme de souffrance, celle liée à l'incompréhension. Ce que je vivais n'avait pas de sens. Pourquoi ma famille fonctionnait-elle de cette manière-là ? Pourquoi certaines choses arrivaient-elles ? C'était fou. Oui, c'est bien ça, le mot, fou. Et cette incompréhension a duré longtemps, jusqu'au point culminant de cette absurdité familiale. Le décès brutal et inattendu de mon père. Alors voilà, elle est là la vraie raison. Ce besoin de comprendre m'a toujours guidée, que ce soit dans mes choix professionnels ou dans ma fascination pour l'humain. Travailler dans la relation d'aide répondait à une quête inconsciente. Mettre du sens sur mon propre vécu émotionnel. Trouver une explication logique, tangible, rationnelle à ce chaos. Et en étudiant la psychologie, j'espérais vraiment obtenir des réponses. Anaïs, par exemple, partage comment le fait d'avoir un parent atteint de schizophrénie a non seulement façonné son regard sur la psychiatrie, mais aussi éveillé son envie d'accompagner des patients. Moi, j'avais déjà une première approche avec la psychologie, la psychiatrie, etc. Moi, j'ai ma maman qui est atteinte de schizophrénie, qui est maintenant totalement stabilisée. Mais c'est vrai que pendant cette période d'enfance, en fait, il y a eu des moments un petit peu difficiles avec quelques hospitalisations. Et donc là, moi, avec mon papa, donc on faisait les visites en psychiatrie. Et même à ce moment-là, moi, ça m'a vraiment plu. Enfin, j'avais pas du tout d'appréhension. J'avais pas vraiment peur. C'est vrai que à force d'écouter la télé, d'écouter les choses qui se passent, etc., c'est vrai qu'on s'imagine des choses. Mais même en commençant à travailler là-bas, j'avais quand même ce réconfort de me dire je connais déjà un petit peu et je sais que voilà, c'est pas du tout dangereux, qu'il y aura une relation à créer avec les patients et que voilà, tout va bien se passer. Et au final, oui, tout s'est très très bien passé et j'ai réitéré les expériences après chaque été de suite. Et voilà, moi j'en garde de très très bons souvenirs et voilà. Ça a été vraiment le point initial. Emeric, lui, nous raconte comment un moment de difficulté personnelle en fin d'adolescence a orienté son parcours. Il y a un petit cheminement personnel, comme une certaine part d'entre nous aussi. J'ai eu une toute fin d'adolescence un petit peu difficile. Enfin, en tout cas, quand j'étais en terminale, parce que je pense que j'ai eu beaucoup d'angoisse et que ça avait craqué, ça avait terminé à un moment sur une dépression sans que ce soit trop long non plus et que j'ai pu quand même très bien faire mon année, etc. Mais ça a été un moment un petit peu ça a été un moment de souffrance psychique, ou même ma toute première année d'études où j'étais pas encore en psycho. C'était un truc que j'avais commencé en RH, mais bon, ça m'intéressait pas plus que ça au final, J'avais besoin de quelque chose où je me sentirais beaucoup plus utile et beaucoup plus dans le lien à l'autre, en fait. Donc, pour ça, j'avais décidé de me réorienter en psycho. Mais sinon, c'était une idée que j'avais un petit peu au lycée, parce que tout ce qui pouvait tourner au niveau de la psyché humaine, comprendre le comportement humain, etc., ça m'intéressait. Mais c'était pas spécialement encore une vocation ou un intérêt central. Donc, je faisais au début le choix d'orientation vers d'autres trucs. Voilà. Et en tout cas, en trouvant, en allant en licence, j'ai de psycho, j'ai bien vu que je trouvais ma voie, Donc,
Pour Aurélie, une expérience marquante au Mexique a été le véritable déclencheur de sa vocation. Alors c'est intéressant parce que je pense pas qu'on fasse des études de psycho par hasard. Moi, j'ai d'abord voulu travailler avec les animaux quand j'étais petite, dans le soin aux animaux. Et puis, en fait, après mon bac, alors en Belgique, on dit la réto, j'ai eu la chance de partir vivre au Mexique 1 an, qui a quand même un petit peu bouleversé ma vision du monde, qui est une bonne chose, je pense, à 18 ans. Et je me suis fort ennuyée dans les écoles là-bas. Et donc, j'ai réussi à négocier avec, à l'époque, ma famille d'accueil, de pouvoir aller travailler dans un orphelinat à la place d'aller à l'école. Donc, j'ai fait ça un peu discrètement, mais j'ai quand même pu le faire. Et en fait, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à quitter cet orphelinat, notamment, c'est un peu idiot, mais une petite fille en particulier. Et en même temps, je me rendais compte qu'on était beaucoup, entre guillemets, d'Européens, avec beaucoup de gentillesse à venir travailler, mais qu'en fait, est-ce qu'on travaillait pour eux, est-ce qu'on travaillait pour nous, voilà. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait en fait vraiment des compétences pour accompagner ces enfants. Et donc, je m'étais jurée de rentrer pour étudier la psycho. Et que si c'était nécessaire de retourner, comment dire, je m'étais dit j'ai pas envie de partir, d'accord. C'est trop difficile pour moi, c'est trop douloureux de quitter ces enfants. Et en même temps, je me disais, si c'est vraiment ma raison de vivre, alors rentre en Belgique, étudie pendant 5 ans et retourne et offre vraiment quelque chose à ces enfants. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée, que j'ai étudié la psycho. J'y suis jamais retournée. Voilà, mais c'est pas grave. Ça m'a donné l'envie d'étudier la psycho. Pour Julie, c'est un peu tout ça à la fois. Entre un héritage familial empreint de soins et de bienveillance, une quête existentielle marquée par son environnement naturel et des épreuves personnelles précoces, son parcours illustre combien cette vocation peut être nourrie à la fois par des influences conscientes et inconscientes. Alors, les raisons pour lesquelles j'ai étudié la psychologie, j'ai été attirée par les sciences humaines et sociales, en fait. Et je voulais étudier en particulier l'anthropologie au départ. Mais en fait, à Aix-en-Provence, d'où je viens, l'accès à ce cursus, il existait qu'à partir de la licence. Et donc, par la suite, j'ai d'ailleurs orienté tout mon parcours d'études sur la psychologie transculturelle et l'ethnopsychiatrie avec plusieurs options en anthropologie. J'ai gardé cet intérêt vif. Donc ça, c'est pour la partie dont je pourrais dire que c'est la conscience, la partie consciente. La partie émergée de l'iceberg, faites le choix d'une discipline qui met l'humain au centre et la vie au centre. Ensuite, pour la partie la moins consciente, ou je dirais même inconsciente, je peux dire que j'ai senti une connivence un peu intuitive, sans trop savoir au départ où elle prenait sa source. Et j'ai compris et conscientisé ça plus tard, grâce à une démarche d'introspection. Et évidemment, cet attrait à son origine dans mon histoire, pour ce que j'ai pu en éclairer, car est-ce qu'on sait toujours complètement ce qui nous meut? Il reste aussi une part de mystère, je crois. Mais en tout cas, je peux te dire que j'ai été mue par une profonde quête de sens qui m'habite depuis l'enfance, des questionnements existentiels, un attrait pour la philosophie et la spiritualité, la religion aussi. Voilà, d'une part, j'ai été élevée dans la nature. Je pense que c'est important dans mon parcours et ce qui a stimulé mon goût pour la contemplation, en particulier le silence et l'intériorité. Et j'aimais rester des heures seule, à observer, à sentir, à ressentir la présence de la nature et d'être simplement là, reliée aux éléments. Voilà pour la première part. D'autre part, et en fait, les femmes de ma généalogie, elles étaient toutes dans une polarité dont on peut dire qu'elle est féminine, au sens du soin et du don de soi. Ma grand-mère maternelle, elle était assistante sociale et infirmière. Ma mère, elle était infirmière et thérapeute de couple. Et en fait, je me souviens que je la voyais passer des heures à écouter, à parler, à réconforter ses amis, que ce soit en situation de mal-être, de crise ou de divorce, enfin voilà, dans toutes les situations quotidiennes amicales. Et c'est vrai que c'est une personne très sensible qui m'a transmis le sens de l'autre, avec un grand A, et le sens de l'écoute, de l'accueil et surtout du non-jugement et de la bienveillance. Je pense que voilà, j'ai mis beaucoup de temps en fait, je crois, à appréhender la valeur de cette incroyable transmission qu'elle m'a donnée et finalement qui se résume simplement à une qualité de présence à autrui qu'elle incarne voilà, toujours aujourd'hui. Puis ensuite, mes grand-mères paternelles et maternelles, elles étaient respectivement mères de 8 enfants et 7 enfants. Voilà, moi je suis psychologue du développement, donc psychologue de l'enfant. Voilà, pour l'une, c'était choisi, pour l'autre, c'était subi, comme à cette époque, ça pouvait être le cas. Et finalement, avec toutes ces transmissions transgénérationnelles, pour moi, la psychologie, c'était deux choses finalement peut-être contradictoires ou pas, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'était à la fois la possibilité d'un puissant empowerment, comme on dit maintenant, d'un processus d'individuation, comme le dit Jung, mais aussi une conquête de liberté intellectuelle, même d'autodétermination, je dirais. Enfin, c'était vraiment cette possibilité-là.
très puissante. Et puis d'autre part, c'était aussi la reproduction sociale d'un rôle assigné inconsciemment aux femmes dans notre société. Et donc, c'était être celle qui accueille, être celle qui écoute et par qui le soin se fait. Et pour finir, il y a eu une troisième chose, c'est que j'ai été confrontée très jeune à la maladie et à la mort de mes proches, quand il y a une maladie génétique familiale assez dévastatrice. Et ça, je pense que ça a encore plus renforcé cet appel à appréhender l'authentique sens de la vie, au-delà des mandats et des masques sociaux, et puis aussi de l'importance et de l'urgence de se relier au soi profond. Et donc, je comprendrai bien plus tard la portée initiatique de ces apprentissages précoces pour moi et qui me sauveront, je peux dire, littéralement la vie. Enfin, pour d'autres, comme Arnaud, c'est une erreur d'aiguillage qui le conduit sur le chemin de la psychologie. Entre une erreur d'orientation et un « ma foi si vous le dites », son parcours est la preuve qu'un hasard peut parfois mener à une véritable vocation. Pourquoi j'ai étudié la psychologie? C'est pas vraiment un choix, en ceci que je ne savais pas bien quoi faire après mon bac, et j'avais eu un peu peur de pas avoir le bac, et donc j'avais un peu travaillé dans les derniers temps. Du coup, je l'ai eu largement, j'avais eu mention bien, ce qui m'a surpris moi-même. À l'époque, c'était rare, et le père de ma copine m'avait dit, puisque vous avez eu mention bien et que vous savez pas trop où aller, allez à Dauphine, Paris-Dauphine, qui était à l'époque la seule université qui sélectionnait les étudiants avec une exigence de mention pour entrer, et qui était une université, pas ce qu'il en est maintenant, mais à l'époque prestigieuse, quoi. Donc je me retrouve à Paris-Dauphine et je réalise très vite que je suis complètement décalé par rapport aux autres étudiants qui avaient, eux, des idées très précises sur ce qu'ils voulaient, et en particulier comment avoir un métier où on gagne beaucoup d'argent rapidement. Ils avaient des plans de carrière, tout ça était très précis, ils avaient des attachés-caisses, ils marchaient vite dans les couloirs, et moi j'étais quand même assez décalé, en ceci que mon centre d'intérêt avait une focale beaucoup plus large. C'était plutôt de mieux comprendre le monde tel qu'il est, les échanges économiques, pourquoi pas, mais aussi la géopolitique, les pays, mieux comprendre le monde de façon globale. Et donc, comme le décalage s'est accru au fur et à mesure que les nouveaux cours commençaient et que j'avais peu d'interaction avec mes congénères, je suis allé voir la conseillère d'orientation qui s'ennuyait beaucoup, puisque la difficulté était de rentrer dans cette université, et qu'une fois qu'on y était, il y avait guère de raison d'en sortir. Et donc j'étais le cas dont elle s'est occupée en me recevant plusieurs fois, me faisant passer de nombreux tests, pour m'annoncer au final qu'effectivement il y avait une erreur d'orientation, et que dans mon cas, il convenait que j'étudie la philosophie ou la psychologie, et a-t-elle ajouté plutôt la psychologie. J'étais bien surpris de cette annonce, et elle a ajouté que comme on était encore en début d'année et qu'elle avait quelques connaissances dans une université de psychologie, elle pouvait me faire rentrer en cours d'année. Et je lui ai dit, ma foi, si vous le dites, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Probablement qu'on ne devient pas psy par hasard, même s'il y a des exceptions, comme nous l'a montré Arnaud. Mais c'est vraiment une exception qui confirme la règle. Que ce soit Anaïs, qui a vécu une expérience intime de la maladie mentale, Emeric, qui a rebondi après une période difficile, Julie, qui a grandi dans une famille où les femmes étaient toutes dédiées aux soins et à l'écoute, ou encore Aurélie et son aventure au Mexique, qui vient vraiment déclencher une vocation. Tous ont une excellente raison d'avoir choisi ce métier. Bref, derrière chaque psy, il y a une histoire. Et peut-être que ces histoires vous aideront à voir la psychologie et les psychologues différemment. Maintenant qu'on a vu ce qui pousse à devenir psy, plongeons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça signifie vraiment être psy ? Être psychologue, c'est bien plus qu'un métier, un job, un boulot. C'est une posture, une vocation, parfois même une identité profonde. Être psy, c'est travailler avec une mission qui s'inscrit dans la relation d'aide et qui, pour moi, répond à une grande question existentielle. Comment être utile à l'autre dans cette société ? C'est offrir un espace où chacun peut se déposer en toute sécurité, accueilli avec bienveillance et sans jugement. Un lieu où l'on est écouté, mais surtout entendu. À travers cette écoute et ces échanges, la perception d'une histoire peut évoluer, permettant à la personne de prendre conscience de ses ressources, de découvrir ses potentialités et surtout de trouver ses propres solutions. Être psy, c'est accompagner le changement, pas en suggérant des réponses, mais en aidant chacun à tracer son propre chemin. Pour moi, c'est un métier profondément humain, chargé de sens et de transformation. Nos témoins partagent leur vision unique, mais unie par un fil rouge. C'est une humanité immense, mise au service de l'autre. Alors, ça veut dire quoi pour eux, être psy ? Je dirais que c'est une mise à disposition de soi-même, de son écoute, de son expérience pour un sujet ou un groupe de sujets, si on travaille en groupe, mais disons déjà pour un sujet, mise à disposition de soi-même, de façon à
entendre ce qui pour ce sujet est en souffrance, en difficulté, en question, en tension, et puis de là, de soutenir qu'un chemin est possible, dont on n'a pas l'idée d'où ce chemin va mener, forcément, et d'ailleurs c'est pas ça qui est le plus intéressant, mais d'un chemin que le sujet va pouvoir lui-même frayer, emprunter, veillant à ce qu'il puisse être impliqué autant qu'il puisse l'être lui-même dans ce que sont ses propres affaires. Et ce chemin, Arnaud insiste sur un point essentiel. Il doit être tracé par le patient lui-même, avec le soutien du psychologue, bien sûr. L'idée, c'est d'impliquer activement la personne dans son propre processus de changement. Et j'ai essayé de les inviter à ce qu'il fallait qu'ils soient davantage impliqués dans ce qui les concerne, et que c'est par l'écoute et l'attention que je portais à ce qu'ils pouvaient avancer que ce chemin allait pouvoir s'effectuer, et que c'est de ce cheminement-là même que l'on pourrait attendre des effets qu'on pourra qualifier de thérapeutiques. C'est vraiment être disponible à l'autre. C'est un métier où il faut être disponible complètement à l'autre. Et être disponible à l'autre, c'est pas un métier de sacrifice. Moi aussi, quand je vois certains qui font ce métier pour sauver l'humanité, je leur dis, on sauve personne. Ça, faut arrêter. C'est des conneries, ça. Personne sauve personne. Et c'est aussi des choses que je passe mon temps à dire aux gens que je reçois. On sauve personne. On œuvre. C'est un métier d'ouvrier, presque. C'est un métier on œuvre, là, comme ça. On vient œuvrer. Moi, je vois ça comme c'est ma pierre à l'édifice de l'humanité. Voilà. C'est une réelle disponibilité. Et cette écoute, elle ne peut se faire que si on sait d'abord écouter soi-même. Donc c'est pour ça, on revient toujours à la même chose, l'importance d'aller travailler sur soi. C'est nos oreilles de psy, c'est des oreilles particulières qui sortent à des moments, et ces oreilles-là, elles sont éduquées. Notre oui de psy est éduqué quand on s'apprend à s'écouter. C'est vraiment une identité. C'est vraiment un métier que tu ne fais pas entre deux autres choses. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal à pratiquer dans le pays dans lequel je vis. Et les gens me disent, mais change de métier. Et c'est comme si les gens me disaient, mais tu dois changer qui tu es. Ça fait intégralement partie de moi. C'est presque pas un métier. C'est un petit bout de moi. Et oui, il n'y a pas grand-chose d'autre qui m'intéresse. Alors, pour des loisirs, bien sûr. Mais vraiment pour y donner de l'énergie dans mon quotidien, ouais, c'est ce que j'aime faire. Je peux pas te dire mieux que c'est un petit bout de moi, quoi, et de mon identité. Aurélie détaille les différentes postures du psychologue en fonction du public qui l'accompagne. En fonction des personnes qu'on accompagne, je trouve que c'est très différent. Vraiment, je trouve qu'il y a tellement de facettes que juste être le lien, quoi, le référent dans une vie. J'ai senti très fort ça avec le Covid. Je travaillais avec des familles un peu précarisées à l'époque. J'avais l'impression juste d'être encore la dernière main. Et donc, je les appelais vraiment régulièrement en disant, mais comment ça va? Des mamans vraiment qui avaient, des situations complexes, familiales, avec leurs enfants, etc. Et j'avais cette image de la main ou du fil en me disant, mais si moi je suis pas là, qui va se préoccuper de cette dame, en fait? Et évidemment, dans la précarité, c'est un peu la difficulté, c'est que c'est marginalisé. Donc, il y a par exemple cet aspect-là. Pour d'autres, ça va être vraiment, pour certains parents, ça va être vraiment plus à la parentalité, quoi. Et donc, pour eux, tu représentes quelqu'un de rassurant, peut-être quelqu'un chez qui peut venir poser leurs questions, poser leurs angoisses. Donc voilà. Pour les enfants, tu peux être les enfants que tu suis, il y a vraiment un lien qui se crée, quoi. C'est peut-être un référent, quoi. Quelqu'un de bienveillant, un endroit de sécurité, un endroit où ils savent qu'il va jamais rien leur tomber dessus, quoi. Je fais le parallèle avec l'école où à l'école, il y a les autres, il y a la cour, il y a les profs, il y a les waouh, il se passe beaucoup de choses dans les écoles. Ici, c'est leur endroit. C'est pour ça que moi, je prends jamais des frères et sœurs, même en neuropsy. Que chacun sa bulle, chacun son espace. Voilà, je trouve que c'est un métier en fonction de ce que tu fais. Si tu travailles avec les personnes âgées aussi, peut représenter un peu de douceur, un peu d'écoute, puis redonner un peu de dignité. Quand moi, je travaillais dans le milieu hospitalier, c'était ça. C'était vraiment de dire OK, je suis pas pressée en fait, j'ai bien 5-10 minutes pour vous écouter. Je trouve que c'est multifacette. Pour Julie, être psy, c'est offrir un accueil inconditionnel à l'autre, sans lien préexistant, familial ou amical. Il y a un accueil inconditionnel de l'autre. Et puis, on n'a pas d'enjeu, puisque donc c'est pas un parent, c'est pas une personne de la famille, c'est pas un ami. Donc, il n'y a pas d'autre enjeu que celui de s'entraider humainement avec toute la compassion du monde.
Et ça, je crois que je trouve ça assez beau. Voilà. Il y a une relation d'argent qui reconnaît qu'il y a une compétence quand même qui est mise au service de l'un par l'autre. Mais avant tout, voilà, il y a cette humanité sans lien préalable, sans liens familiaux. Je crois que c'est ça qui en fait sa particularité. Et puis, c'est aussi travailler à désenclencher toutes les réactivités habituelles, en fait. On se promet de faire autrement pour une fois. Donc, de suspendre les réactions, peut-être de désenclencher les jugements, enfin, d'éviter les jugements, ou en tout cas de les travailler s'il y en a. Et puis, du coup, d'apprendre cet accueil inconditionnel et aussi cette présence à l'autre. Voilà, une qualité de présence. Parce que tout ça réuni, ça donne une qualité de présence qui a une valeur que je trouve très grande. Et puis, c'est aussi d'accompagner les gens et de s'accompagner soi-même sur le chemin de l'acceptation, qui est un chemin difficile pour l'humain, parce que c'est des questions existentielles, quelles que soient les problématiques qu'on est susceptible de rencontrer au cours de nos chemins de vie, on va tous vers la mort. Et voilà, je pense que cette question de la mort nous pose la question de la vie, de comment on vit. Et finalement, on est à cet endroit de manière peut-être qu'on le dit pas aussi directement, alors qu'en fait, pour moi, c'est au centre. On est capable de travailler avec la question de la mort et de la vie. Donc en fait, ça, c'est pas rien. Voilà, du coup, c'est assez exigeant aussi parce que ça nous demande à nous de nous confronter à ces questions pour nous-mêmes. Et on peut pas les éviter, on peut pas, sinon on peut pas faire ce métier. Je partage l'avis de Julie. On ne peut pas éviter ces questions. Sinon, on ne peut pas faire ce métier. Une réflexion qui nous rappelle combien être psy est exigeant, mais aussi profondément humain. Alors, on a entendu Arnaud, Mélanie, Aurélie, Julie, et franchement, si une chose est sûre, c'est que ce métier revêt de multiples définitions. Être psy, c'est un peu tout ça. Une oreille attentive, accompagner l'autre dans un processus de transformation, offrir un espace d'écoute sécurisant et bienveillant sans jugement, soutenir la personne dans la découverte de ses propres ressources et l'élaboration de son chemin, tout en restant profondément humain et authentique. C'est un métier qui demande une grande disponibilité, une capacité à se remettre en question et un travail constant sur soi-même. C'est aussi une identité, un engagement qui transcende les simples pratiques professionnelles pour devenir une contribution essentielle à l'humanité. Bref, c'est beau. Maintenant, on va aller encore un peu plus loin. Parce que si ce métier est autant vécu comme une vocation, c'est peut-être qu'il a quelque chose de spécial. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on considère le métier de psychologue comme étant un beau métier ? Attends, c'est vrai que vous faites un beau métier. Vous aidez les gens à aller mieux. Il y a pire quand même, non ? C'est vrai, tu as raison. Pour ma part, je trouve que c'est un métier profondément beau, notamment parce qu'il est avant tout une histoire de rencontre. Chaque nouveau patient qui pousse la porte de mon cabinet, prêt à entamer un travail thérapeutique, m'accorde une confiance précieuse. Je me sens alors privilégiée d'entrer dans l'intimité de leur histoire et d'explorer avec eux leur zone d'ombre. Et puis il y a aussi ces moments de grande émotion. Voir une personne se transformer au fil des séances, gagner en sérénité, en clarté, en force. C'est incroyablement satisfaisant d'arriver au terme d'une thérapie et de constater que la personne en face de nous n'est plus tout à fait la même que celle que nous avons rencontrée au début du chemin. Et je ne suis pas la seule à voir dans ce métier une richesse incroyable. Pour moi, c'est un très beau métier parce que ça concerne l'humain dans sa vulnérabilité et aussi dans son potentiel et dans sa force. Donc on est vraiment au cœur de l'humain. Ça concerne aussi, puisqu'il y a une relation entre deux personnes, les qualités de compassion humaine en premier lieu. Et pour moi, c'est une qualité très précieuse qui fait notre humanité, qui est précieuse dans notre société. Et d'ailleurs, souvent, pas dans le rythme de la société, pas dans le rythme de la rentabilité, pas dans le rythme de la performance. On est vraiment dans des espaces qui sont des espaces de liberté où on prend soin et où il y a plus la même notion de temps. Et en fait, pour moi, cette qualité de compassion, il est vraiment important qu'on la cultive pour pas oublier tout simplement notre nature, parce que c'est notre nature. La compassion, c'est quelque chose de spontané, de naturel, et d'être relié aux autres et d'avoir de l'empathie pour eux et de vouloir s'entraider et de vouloir se rapprocher quand on est en difficulté, se soutenir, se donner confiance. Donc en fait, il y a vraiment des qualités d'amour quelque part qui sont sous-jacentes. Mais voilà, c'est un amour qui est mis d'une manière un peu plus... Elle est quand même travaillée.
Et puis après, voilà, ce qu'on apprend pour soi ou ce qu'on apprend de soi, après, on peut aussi le mettre au service des autres. Donc, il y a un aller-retour continuel entre soi et l'autre. Et puis, du coup, il y a cette question de la possibilité de la croissance, de la résilience, du potentiel humain dans son ensemble, dans toutes ses facettes. Du coup, d'être là aux premières loges pour soi-même et pour l'autre, de voir toutes les capacités humaines qu'on peut développer. Nos capacités à faire face, à transformer, à accepter, à résilier. Et chaque jour et chaque fois un peu plus d'embrasser notre vulnérabilité et de comprendre, et c'est peut-être un peu bateau dit comme ça, mais que la vulnérabilité, c'est une force immense. Voilà, dans une société où on nous permet pas de l'exprimer parce que c'est de la faiblesse, tout de suite il y a ce préjugé-là. Eh bien non, dans les cabinets des psys, on peut déconstruire gaiement cette vision-là et se rendre compte que la plus grande force qu'on va développer, c'est d'avoir touché notre vulnérabilité, d'avoir touché nos blessures, d'avoir pleuré, d'avoir compris que c'est une force immense, parce qu'après, on recouvre vraiment de l'énergie, on recouvre vraiment de la force quand on embrasse ça. Donc ça, je trouve que c'est une des choses les plus belles. Aurélie, elle, nous parle avec franchise de la dualité de son ressenti. Alors oui, psy, c'est un beau métier, mais tu vois, c'est marrant parce que je trouve que c'est le rapport au métier est un peu schizophrénique, quoi, ou en tout cas très fluctuant, parce que moi j'ai eu des moments où j'ai envie de dire de bonheur intense dans ma pratique, vraiment des joies très profondes, quoi. Je pense seuls les métiers de soins peuvent connaître, honnêtement, parce que c'est des réjouissances vraiment profondes. Et puis il y a des moments où je me disais mais pourquoi je fais ce métier? Donc oui, sur le titre, c'est un beau métier, on est d'accord. Sur le contenu, sur la pratique, sur la difficulté à pratiquer, donc oui, ma réponse c'est un beau métier, mais oui mais parce qu'il y a plein de mais. Il y a l'exigence des gens, l'importance de poser le cadre pour bien expliquer qu'on n'est pas des magiciens, notamment avec les enfants, avec les troubles d'apprentissage, c'est compliqué, il faut prendre du temps, il n'y a pas de recette magique, et donc tu peux prendre la déception, la colère, et donc évidemment ça fait partie de notre métier, hein, mais je pense qu'il y a des moments de vie où on est plus ou moins armé à recevoir la déception ou la colère des gens. Et d'un autre côté, quand ça se passe super bien, c'est, comme je le disais, vraiment une joie immense. Cet extrait d'Aurélie est une transition parfaite pour aborder notre prochain épisode. Prendre soin de soi, la résilience du psy. Parce que oui, derrière ce métier magnifique se cache aussi une charge émotionnelle importante qui demande à chaque psychologue de trouver ses propres ressources pour rester disponible et engagé. Alors dans le prochain épisode, on plongera dans les stratégies, les réflexions et les pratiques qui permettent aux psys de préserver leur équilibre et leur énergie, leur vitalité des dents, comme le dit si bien Pascale Brion, une psychologue psychothérapeute canadienne spécialisée dans l'étude et la prise en charge du psychotrauma. Et personnellement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et dans le prochain épisode, je vous ferai même une petite confidence. La psy c'est pour les fous. Alors aujourd'hui, mon conseil sera bref. Quel que soit votre parcours ou votre aspiration, il est essentiel de choisir une activité professionnelle en adéquation avec votre véritable identité. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Qu'importe vos boulots précédents, si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, cherchez encore. Pour approfondir ce sujet, écoutons Delphine Laval, fondatrice de Je me dis oui et coach en repositionnement professionnel. Une activité professionnelle en adéquation avec qui on est vraiment, c'est à la fois ce dont on rêve tous et le truc facile à dire, mais pas facile à faire. Pourquoi? Parce que quand tu as grandi dans un système familial, scolaire ou autre, où ce qu'on te demande, c'est de te taire, de rester assis et de faire ce qu'on te dit, il y a de grandes chances que tu n'aies pas appris à te connaître vraiment. Qu'au contraire, tu aies construit ton chemin scolaire, professionnel sur la base de la vie des autres. Que ce soit celui de tes profs, avec leur « t'y arriveras jamais » ou « t'es bon en maths, va en S, ça mène à tout » ou celui de tes parents, émis depuis leurs histoires, leurs peurs ou leurs absences. Et on arrive ainsi parfois à des activités professionnelles très très loin de nous. C'est ce que j'appelle la suradaptation, une adaptation au-delà de nos limites qui devient mauvaise pour l'individu. Le conseil activable tout de suite pour commencer à emprunter ce chemin vers une activité professionnelle alignée, authentique, c'est s'offrir et s'ouvrir un beau carnet secret dans un premier temps et lister. Qu'est-ce que moi j'aime faire? De quoi je peux parler pendant des heures? Ou à quoi je peux passer du temps sans le voir passer?
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Pour soutenir ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-moi un commentaire. Ça m'aide à me faire connaître. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en description. Au fait, je suis l'auteur d'un livre qui raconte comment se libérer de sa famille dysfonctionnelle grâce à la thérapie. Si vous pensez que ce livre peut vous aider ou être utile à l'un de vos proches, alors n'hésitez pas à vous le procurer. Et si toutefois j'ai réussi à vous convaincre de commencer une thérapie, mais que vous ne savez pas qui aller voir, réservez dès maintenant votre consultation d'orientation thérapeutique sur mon site internet. J'en profite pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de participer à cette série. Le montage a été fait par Anastasia DeSantis du studio Storia. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Et d'ici là, surtout, prenez soin de vous.